Morning FC, les amis, du mercredi, combien 26 novembre, bien entendu. Eh bien, je vous dis bonjour, si vous êtes au café, si vous êtes en train de manger à la pause du midi, si vous êtes en train de manger le fameux pain au raisin, le fameux à 4 heures. C'est votre dose de football, bien entendu, de la journée. Et on a beaucoup de choses à dire dans ce Morning FC, donc on va y aller directement en parlant de Ligue des Champions, bien entendu. Alors vous avez vu, moi le jour n'est pas encore, le soleil ne s'est pas encore levé, hein, il neige. Bon évidemment, hein, c'est pas une fenêtre, hein, c'est un rétroprojecteur. Hein. Pour ceux qui n'ont pas tilté peut-être là, pour les 2-3 qui mangent des éponges au fond de la classe. Hein. Bon évidemment, on commence par parler de ça, hein. Obama et Bang, bang bang, you shut me down, bang bang, Canal+ qui titre Obama et Bang, la victoire des Marseillais, bravo les Marseillais, bravo l'OM qui s'impose 2-1 au Vélodrome face aux Magpies. Newcastle, qu'il faut le dire, hein, on en avait parlé lors des Morning FC de ce week-end, qui avait tapé Manchester City. Tiens, on va voir ce que ça a donné le match de Manchester City hier en Ligue des Champions, ça sera dans quelques instants, mais évidemment on parle de l'OM parce que ça nous a fait plaisir. On a eu peur, hein. Au début, regardez un petit peu ça, les notes et un petit peu les statistiques. Match équilibré hein, dans les statistiques, 18 tirs à 20, 7 tirs cadrés à 9, les deux statistiques en faveur de Newcastle, la possession en faveur de l'OM, les fautes à peu près équilibrées, pareil pour les expected goals. Mais en fait, pour moi, il y a eu deux matchs. Hein. Il y a eu deux matchs. Première mi-temps et première période et seconde mi-temps et seconde période putain il est tôt les amis hein, on n'est pas encore bien réveillés, pardonnez-nous. Oui je dis nous parce qu'on est plusieurs ici. Bon bref, et vous allez voir, regardez, je vais vous montrer qu'est-ce qui selon moi caractérise ces deux matchs. C'est le momentum que nous poste Canal+ Foot. En fait, je le redis, pour moi cette équipe de Roberto De Zerbi est meilleure en transition. Est meilleure quand elle n'a pas le ballon, quand elle n'a pas la possession de balle. Regardez, c'est clair dans ce graphique. Première période, l'OM, je crois à un moment, c'est à la demi-heure de jeu, l'OM a 73% de possession de balle. Je crois que c'est même à la mi-temps. Hein. Je crois que même à la mi-temps, l'OM a 74% de possession de balle et l'OM ne crée pas grand chose, il y a des situations, mais c'est pas si dangereux que ça. Il y a la frappe d'Aubameyang un petit peu en pivot, là, arrêtée par Pope. Il y a l'espèce de tacle où il y a un peu une confusion et derrière, quand il tombe, Aubameyang arrive à frapper tout de même dans un second temps, ça passe à côté. Mais sinon, ça manquait de créativité et surtout, ce qui était quand même assez hallucinant, c'est que défensivement, l'OM était pris à chaque fois, parce que Newcastle ne faisait pas grand chose, mais à chaque fois que Newcastle se présentait dans les 20 derniers mètres aux abords de la surface de réparation marseillaise, ils étaient dangereux. Balerdi, j'ai eu très très peur hein, pour nos amis marseillais au vu du début de match de Balerdi, parce que sur l'ouverture du score des Magpies, il est complètement à l'ouest sur, je crois que c'est Gordon hein, sur le centre qui dévie un petit peu le ballon pour Barnes au second poteau, et puis en plus il débute le match en faisant un tacle de boucher en prenant jaune, et puis même après, même dans cette non-inspiration offensive, Bacola qui va se rattraper après, mais quand même là, cette simulation les amis, j'ai revu, je comprends pas pourquoi il simule, le mec il arrive à éliminer son adversaire direct, le défenseur qu'il a en face de lui, il se retrouve potentiellement à arriver face à Pope et à pouvoir frapper, et le mec il tombe, il simule, non mais c'est pas possible, il y a un mec qui leur dit de faire ça, je veux pas y croire, après l'histoire de Emerson. Et puis donc ça c'était la première période quand l'OM avait le ballon. Et seconde période, regardez, l'OM a laissé le ballon à Newcastle. Alors certes, ça a été aidé par le fait que Aubameyang sorte une masterclass et marque 2 buts en moins de 4 minutes, et du coup après l'OM avait pris l'avantage au score et donc a laissé un peu plus Newcastle puisque c'était à eux de faire le jeu. Mais je l'ai trouvé bien plus solide défensivement, cette équipe marseillaise, à l'image d'un Balerdi qui s'est remis la tête à l'endroit, et c'était pas fait d'avance, hein, parce que Balerdi, normalement, quand il commence comme ça des matchs, il les termine, soit il les termine pas, soit il les termine le nez dans les chaussettes. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Et je le redis, donc, et Marseille a été bien plus dangereux aussi en contre, à l'image de Greenwood. Pour moi, je vois que pour vous remettre là les notes de l'équipe, je vois que l'équipe met la même note à Aubameyang et Greenwood. Pour moi, Greenwood, j'ai trouvé quand même un ton en dessous. Paixão, ça clairement, le Brésilien, je l'ai trouvé pas bon du tout. Milieu de terrain, j'ai trouvé ça Vermeuren, hein.
qui commence à vraiment montrer qu'il est très intéressant. Bon, Geronimo Rulli, j'en parle pas, hein, il sauve la mise à son équipe à plusieurs reprises, et j'ai en mémoire je sais plus si c'est sur la frappe de qui, mais il fait un arrêt là, sur son côté fermé, où c'est vraiment un arrêt décisif, main gauche. Rulli toujours au top, et vous allez le voir. Excusez-moi, j'ai un petit Roland Courbis, si moi ferme, pour moi c'est cadeau. En même temps, je viens de déjeuner, donc laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Regardez, c'est très important pour les Marseillais, parce qu'on rappelle la campagne européenne dans cette Ligue des Champions. Elle avait commencé par une défaite au Santiago Bernabéu. Après, on s'était dit, tiens, 4-0 face à l'Ajax. Mais en fait, on se rend très 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 vite compte, on va en parler tout à l'heure, que c'était peut-être une victoire en trompe-l'œil, parce que l'Ajax, c'est vraiment vraiment très naze. Ensuite, cette défaite un peu cruelle face au Sporting, il y a encore une défaite cruelle au Vélodrome, le 5 novembre face à l'Atalanta, on s'en rappelle tous comment, de quelle manière. Et puis là, voilà, la réaction Marseille grâce au Aubameyang, les amis, 36 ans, les amigos, les amigas. Et regardez un petit peu ces statistiques, 21-20, 15 buts et 6 passes décisives en 20 matchs de Coupe d'Europe avec l'OM. Aubameyang est décisif un peu plus d'une fois par match en moyenne depuis, quand il porte le maillot de l'OM en Coupe d'Europe. C'est lui, pour moi, ça parle de Greenwood, etc. Mais c'est lui le patron. Offensivement, en tout cas, Aubameyang, quand il est bon, évidemment, quand il est buteur, il a le poste le plus important, c'est-à-dire celui qui doit marquer les buts décisifs, et c'est pas Greenwood, hein. C'est pas Greenwood. Le Greenwood le fait évidemment en Ligue 1, mais quand quand l'intensité monte un petit peu, quand le niveau monte un petit peu, quand l'expérience demandée monte un petit peu, bah c'est Aubameyang, hein, je suis désolé. C'est lui qui est très important, et on l'avait déjà vu lors de l'épisode, la saison 1, entre guillemets, de Aubameyang, lors de son premier passage à l'OM en Ligue Europa. C'était lui, hein, qui avait porté offensivement l'équipe. Alors c'était pas le même effectif évidemment, mais quand tu fais la même chose 2 fois dans 2 périodes différentes, c'est pas un hasard, quoi. Et donc l'OM se donne un petit peu d'air, le classement, vous le voyez, 19e avec cette victoire, 6 points, hein, c'est ça, ouais, 6 points en 5 matchs. Il reste 3 journées, mesdames et messieurs. Alors évidemment, il y a encore les matchs de Ligue des Champions de ce mercredi à jouer, mais on voit que avec le même nombre de journées jouées, Marseille est devant la Juventus grâce à la différence de but, et devant l'Union Saint-Gilloise grâce à la différence de but, et devant l'Athletic Bilbao, devant Benfica, devant le Slavia Prague, largement, hein, devant Bodo Glimt. Alors derrière, il y a le PSV qui peuvent leur passer devant, Monaco, on espère, une victoire monégasque aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, évidemment, face à Pafos. Mais bon, voilà, Marseille se donne vraiment, se redonne une chance, et surtout la chance entre leurs mains d'aller chercher une qualification au moins en barrage, et même peut-être en tête de série. En tout cas, entre la 9e et la 16e place, on sait pas, je rappelle. Il reste quoi à jouer pour l'OM ? Attendez, j'ai le calendrier ou pas ? Je sais qu'il y a Liverpool. Tac, ils nous l'ont mis ou pas ? Il est là, l'Union Saint-Gilloise dans 2 semaines, le mardi 9 décembre en Belgique, à Bruxelles. Ensuite, il y aura la réception le 21 janvier de Liverpool, et le déplacement encore une fois en Belgique, mais pas à Bruxelles, à Bruges, le 28 janvier. Et c'est ça dont je voulais parler avec ce nouveau... Enfin, il n'est pas si nouveau ce format, vous le savez, parce que c'est depuis la saison dernière. Mais il faut bien se mettre en tête quelque chose. C'est que maintenant, la saison régulière de Ligue des Champions, d'Europa League ou de Conference League, un peu moins de Conference League, parce que la Conference League, c'est 6 journées, c'est pas 8. Mais de Ligue des Champions et de Ligue Europa en tout cas, c'est un marathon. Imaginez bien que le premier match c'est le 16 septembre, et le dernier le 28 janvier. On fait les comptes tous ensemble. Allez, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, 4 mois. 4 mois. Ça dure 4 mois. Et là, parce que tout le monde parle du Liverpool, que Marseille, justement, vu la mauvaise forme de Liverpool, peut-être que finalement c'est prenable de battre les Reds au Vélodrome. Hop. Le 21 janvier, c'est dans combien de temps, hein ? On règle nos montres ? J'en ai pas. Mais c'est dans 2 mois. Hein. C'est dans 2 mois. Faites-moi confiance, dans 2 mois, les Reds, ils seront pas dans le même état qu'aujourd'hui. Hein. C'est clair et net, c'est quasiment sûr et certain. Donc la compétition est encore longue, et vous l'avez noté aussi, c'est qu'entre la 6e journée et la 7e journée, il y a 1 mois et 2 semaines.
il y a un énorme espace-temps. C'est retour vers le futur, le truc. Donc en gros, ce que je voulais dire, c'est Marseille a fait le boulot, il faudra le faire au début décembre, mais attention, faut pas s'enflammer quand même, hein. Donc bravo les Marseillais pour cette victoire face à Newcastle. Newcastle, on l'a dit, ils avaient battu les Citizens ce week-end. Et dis donc, c'était peut-être un petit prologue de ce qui allait se passer ce soir. Parce que ouais, l'équipe qui titre le raté de Guardiola, parce que City s'est fait taper à domicile par le Bayer Leverkusen, qui est peut-être un peu plus revigoré par rapport au visage qu'il avait montré face au Paris Saint-Germain. Hein. C'était quand même assez minable. Bon, il faut pas se passer à côté du fait que justement, Guardiola avait fait tourner Trafford dans les buts, Roussanov titulaire, Ait Nouri de retour, Marmouche titulaire, Bob titulaire, c'est-à-dire que sur le banc, il y avait Haaland, il y avait Cherki, il y avait des joueurs très très importants qui avaient été mis au repos, évidemment. Phil Foden absent par exemple, Doku également, Bernardo Silva. Bon bref, Donnarumma est aussi dans les buts remplacé par Trafford. Bon, ça a pas fonctionné. Je pense qu'on est Guardiola était dans une logique de faire tourner les amis, parce que comme je disais, cette nouvelle formule de saison régulière de Ligue des Champions, c'est un marathon qui se mêle avec du championnat, avec des coupes nationales, coupe par exemple d'Angleterre et coupe de la Ligue aussi. Donc c'est très 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 compliqué. Bon. Après, il y a un autre truc aussi, c'est pourquoi il fait tourner. Je vous remets le classement. Hein. Attendez, je vais vous le trouver là, comme ça. Tac, regardez. Hein. Manchester City, malgré la défaite, voilà. Ils sont là, hein, avec 10 puntos. C'est déjà qualifié. L'objectif sera d'être dans le top 8. De toute façon, voilà. L'objectif est déjà réglé, en fait. Par contre, moi, alors je sais pas vous, les amis, vous me dites dans le chat. Mais alors ça, je l'avais pas vu venir du tout. La démontada, la branlada, tout ce qui finit par un, infligé par Chelsea au Blaugrana à Stamford Bridge, 3-0, avec un Cucurella qui met dans sa poche, et vous savez que je n'apprécie pas tellement Cucurella, mais faut le dire, un Cucurella qui a mis dans sa poche un certain Lamine Yamal, qui devrait arrêter de faire 2-3 TikTok par jour et se remettre la tête au foot. Un tir, 3 ballons dans la surface adverse touchés, 2 dribbles réussis, 21 ballons perdus. Bon, ça passe à côté, alors que ce week-end c'était un peu plus virevoltant en Liga. Mais moi je vous le dis, hein. Je vous le dis, les amigos, les amigas, je suis très, 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 très inquiet pour le phénomène Yamal avec cette histoire de pubalgie. Parce que quand tu commences à parler de pubalgie, un 24-25 ans, bon, tu peux te dire que le mec, physiquement, tout ça, il est solide, il aura jamais la carrière qu'il aurait pu avoir sans une pubalgie. Parce que la pubalgie, c'est compliqué, hein. Je suis pas médecin, mais si tu suis le foot sans être un décérébré et que t'arrêtes d'être dans des boucles, tu sais très bien que ça peut soit disparaître du jour au lendemain et ne plus jamais revenir, comme ça a été le cas pour plusieurs joueurs, et pas que dans le foot, hein, dans plusieurs sports, l'athlétisme, pour les sprinters, etc. Soit c'est un truc dont tu peux aussi ne jamais te défaire. Ça peut te laisser tranquille pendant 3 mois. Après, ça revient, même si tu fais les bons exercices, machin, tu l'as quand même et tu ressens cette gêne. Yamal, on parle déjà de ça à son très jeune âge. Je sais pas si on se rend compte. Et il va peut-être falloir aussi se poser une question. C'est que physiquement, sans parler de la pression, de machin, moi je parle vraiment de physiquement. Est-ce que c'est vraiment si bon que ça de faire débuter des joueurs et de les faire jouer 60 matchs, 70 matchs, 80 matchs, 1200 matchs par saison dès l'âge de 16, 17, 18 ans, hein? Parce qu'à l'époque, si on va me parler des Léo Messi et Tutti Quanti et Tutti Quanta, excusez-moi, la Ligue des Champions, à l'époque, fallait pas jouer 48 matchs pour la gagner, hein, quand t'allais en finale. Certes, il y avait le même nombre de matchs, et encore, c'est pas tellement vrai, parce que justement, ces Coupes d'Europe étaient moins à rallonge. Excusez-moi. Et pareil, les Ligues des Nations de mes couilles, de mes machins, là, les trêves internationales, maintenant, il y en a une tous les 2 mois. Bon, il va falloir peut-être se poser la question aussi, hein, et je suis très très inquiet, parce que si le mec
déjà, à son très jeune âge, il arrive à faire qu'un match sur deux en enchaînant 2 matchs dans la semaine physiquement. Je sais pas ce que ça va donner à 25 ans, quoi. En tout cas, il n'y a pas que lui qui a été transparent du côté de Barcelone. En fait, c'est tout simplement... Bon, on va pas parler de Araujo, aussi Araujo, on sait jamais comment il faut prononcer son nom à celui-là. Mais lui qui prend... qui fait un match terrible. Et il prend un rouge, hein. On est bien d'accord, hein. Oui, il prend un rouge. Puis on m'avait parlé du Golden Boy Kubarzi. Bon, c'est pareil, hein, va falloir peut-être... un petit peu augmenter le niveau. Mais bon, voilà, écoutez, assez incroyable cette équipe de Chelsea. On se foutait un peu de sa gueule quand ils avaient gagné la Coupe du Monde des clubs en disant que c'était peut-être une compétition de second niveau avec la moitié des équipes qui l'a joué justement à 50%. Écoutez, Chelsea, on va regarder aussi le classement, mesdames et messieurs. Ils sont là, Chelsea, hein. Ils sont là, hein. 5e, 10 points. Le Barça, par contre, ils sont 15e. Hein. Dites-vous que Marseille n'est qu'à 1 point du FC Barcelone. Très intéressant, avec le même nombre de journées jouées. Hein. Très, très intéressant. Sinon, dans les autres résultats, les amis, de cette 5e journée de Ligue des Champions, de cette journée de mardi, bon, l'Ajax, on l'a dit, hein, qui a pris 2-0. Ça, c'était le merdico. C'était les 2 derniers avant cette 5e journée. C'était les 2 derniers de la phase de saison régulière. Et bien, dans le merdico, c'est Benfica qui a gagné 2-0 face à l'Ajax. L'Union Saint-Gilloise qui a tapé Galatasaray en Turquie. Faut y aller en Turquie, hein. Là, j'imite les mecs qui sont dans la boucle tous les ans. Tous les ans, c'est toujours la même chose, hein. T'as vu le recrutement, là, de Galatasaray et Fenerbahçe? Ouais. Ah, ça, c'est un truc de dingue, hein. Ils vont tout péter en Europe. Ah ouais. Et puis, il faut y aller, hein. Jouer en Turquie avec l'ambiance de feu. Faut y aller gagner là-bas, hein. Ah ouais. Et ils ont fait quoi cette année, les clubs turcs en Coupe d'Europe? Ah, rien, ouais, d'accord. Donc ça, je vous dis ça déjà là pour les prochains mois, comme d'habitude, quoi. L'Union Saint-Gilloise qui va taper Galatasaray en Turquie, ça dégage. La Juve, c'est pareil. Faut y aller, hein, à Bodo Glimt. Faut y aller, hein, au nord du cercle polaire, au mois de novembre, hein, sur synthétique. Faut y aller jouer là-bas. Bon, allez, Monaco, ça les a tapés. Un horrible Monaco et l'horrible Juventus. Ça a eu chaud, mais finalement, ça gagne quand même. 3-2. C'est magnifique. Dortmund, le carton qui met 4-0 à Villarreal, le sous-marin jaune. Bah écoutez, le meilleur club en jaune, c'était Dortmund hier soir et le sous-marin a coulé. Et puis, on n'a pas parlé de quoi? Ah oui, de l'ignoble Slavia Prague Athletic Bilbao 0-0. Tiens, je voulais savoir, j'ai posé la question en stream, parce qu'évidemment, hier, on était en stream pour le match de l'OM sur Twitch, vous avez le lien dans la description. Je posais la question, il y a des gens en France, je me pose la question, est-ce qu'il y a des gens, ils ont eu une journée de boulot d'enfer, hein. Franchement, ils sont crevés, et toute la journée, ils se disent, oh, allez, je tiens parce que ce soir, je vais me faire une soirée. Écoute-moi bien, exceptionnelle. Je vais me poser devant Slavia Prague Athletic Club Bilbao. Je vais me régaler et je vais décompresser de ma journée de travail de fou. Ça m'intéresse en vrai. Peut-être dans le Pays Basque français, peut-être, je sais pas. Et le Napoli qui tape Karabag 2-0. Normal. La logique a été respectée. Tiens, on en parle, ça fait toujours plaisir. Bastia qui perd. Laval qui remporte le match en retard de Ligue 2 parce qu'il y avait eu une histoire d'avion ou je sais pas quoi là. Le Stade Lavallois qui remporte le match hier 2-0. Allez, on passe au match d'aujourd'hui, vite fait, parce que vous savez, moi, je préfère parler de ce qui s'est passé plutôt que d'essayer de prévoir ce qui va se passer, parce que je suis pas Madame Irma, je suis pas devin, et j'ai pas envie de vous prendre pour des cons et des connes. Donc, on va partir pour le match qui sera en streamé, l'un des 2 matchs streamés ce soir sur la RBF, bien sûr, sur Twitch, vous avez le lien dans la description. Regardez, c'est PSG Tottenham, les Parisiens qui reçoivent les Spurs, les Tottenham Hotspurs, à partir de 21h. Les compos probables,
probable, selon l'équipe, ça sera sur Canal+, évidemment. Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Zaïre Emery, qui serait titulaire, puisqu'on le rappelle, Hakimi est blessé. Chevalier dans les buts, ça c'est clair. Ruiz, Vitinha, Neves, enfin le milieu de terrain titulaire du Paris Saint-Germain, de retour en Ligue des Champions. Et la triplette Barcola, Kvaratskhelia, Kanginli, qui commence à gagner cette place de titulaire grâce aux blessures, même si Dembélé devrait être sur le banc, vous le voyez. Mais Ramos, voilà, on l'a vu, Ramos, il sera titulaire dans des matchs de transition en Ligue 1, mais ça fait pas le poids. Et vous le voyez de l'autre côté, on va parler de Kolo Muani, évidemment. Kolo Muani qui a toujours pas marqué avec Tottenham et qui va retrouver le Paris Saint-Germain normalement demain soir. Et aussi Xavi Simons. Est-ce que vous vous rappelez dans les commentaires de l'époque, c'est là où on se dit quand même, où on nous prend un petit peu pour des cons pour faire vendre et tout, et aussi des cons et des connes, et aussi le foot va très vite. Je me rappelle d'une époque pas si lointaine, il y a un an et demi, où on nous disait que Paris avait tellement mal fait de faire partir Xavi Simons, qu'il devrait le rappeler de près, etc. Bon, maintenant Xavi Simons, qu'est-ce qu'il devient ? Bon, il joue dans un club de merde à Tottenham. Donc voilà, Kudus, titulaire aussi, Odeberg, enfin c'est les équipes titularisation probable. Paulinho, Bentancur, et après c'est des mecs, voilà. Bon, Paris, qui reste sur une défaite quand même, ce fameux match face au Bayern, après avoir tapé le Bayer Leverkusen, Barcelone et l'Atalanta Bergame. On se rappelle de ce match face au Bayern, où le Bayern a été logiquement au-dessus, il n'y a pas à chier, et justement où Hakimi s'est blessé sur un tacle horrible, avec des joueurs bavarois qui faisaient les malins, alors que le mec venait de juste terminer peut-être l'année 2025 du latéral marocain, alors qu'il a la canne à jouer. Le mec il était en train de rigoler, et on le rappelle, moi j'oublie pas ça. Et ça serait pareil pour tous les clubs, mais les mecs ils avaient eu un comportement un peu bizarre. Mathys Tel, on le rappelle juste, n'est pas inscrit, c'est l'autre français du côté de Tottenham aussi, l'un des autres, n'est pas inscrit sur cette liste de joueurs de Tottenham pour la Ligue des Champions. Si vous voulez, je peux vous donner mon petit pronostic, les amis. Pour moi, sans forcer, pour moi, sans forcer, le Paris Saint-Germain gagne 2-0. Tiens, juste avant de passer sur l'autre match qui m'intéresse, juste des petites stats là sur le comparatif des prestations de Barcola entre la Ligue 1 et la C1. On nous marque ça, une nette différence d'efficacité. Et moi déjà qu'en Ligue 1 je le trouve inefficace, j'ose même pas imaginer de ces statistiques en Champions League. Alors, tir par minute, il tire à peu près à la même fréquence en Ligue 1 et en C1. Les expected goals par 90 minutes, c'est un peu la même chose aussi, pas tellement quoi. Grosse occasion manquée, 31% en Ligue 1, 17% en C1. Un but tous les 1184 minutes en Ligue 1, 470 minutes en C1. Donc il serait plus efficace en C1. En Champions League. Enfin, un but toutes les 470 minutes, moi je veux bien, mais ça fait quoi ça ? Attendez. Parce que j'ai eu 4 au bac en maths. Il y en a qui peuvent me dire dans les commentaires, ça fait un but tous les combien de matchs ? Parce que là, même 1184 minutes, ça fait un but tous les 10 matchs. C'est quand même... je sais pas, moi, je trouve pas... bon. Je sais même pas si je vais le garder au montage, ça. L'autre match qui m'intéresse, les amis, dans cette Ligue des Champions de ce mercredi 26 novembre, vous le savez, ça sera aussi en direct. En gros, sur Twitch, on sera en direct à partir de 18h15 et on est ensemble toute la soirée. On commencera donc par ce Pafos Monaco. Pafos, c'est nos petits chouchous. Parce que je les avais commentés sur les antennes de Canal+, la saison dernière, sur un 8e ou un barrage. Non, je crois que c'était un barrage de Conference League. C'était un peu un choc de Chypre face à l'Omonia Nicosie. Et depuis, j'ai suivi un petit peu cette équipe. Mais bon, on sera pour Monaco, je le rappelle, pour ceux qui me découvrent peut-être. Je supporte aucune équipe en France, je supporte une seule équipe, c'est Norwich City. D'ailleurs, c'est un peu compliqué en ce moment, même si on a Philippe Clément, tiens. Ça fait un lien avec Monaco, l'ancien coach de Monaco qui est arrivé il y a une semaine à Carrow Road. Bon, on a fait un partout hier, on n'a toujours pas gagné depuis le 30 août, ça fait mal à la tête. Mais bon, Monaco, les amis, donc, les compositions type. Il y a un truc que j'ai relevé qui est intéressant, c'est que Monaco, les amis, est sur 3 matchs invaincus. Alors, oui, je sais, oui, toi, ouais, tu le dis. Ouais, je te réponds. Je sais, il y a une autre façon de le voir, c'est de dire qu'ils ont gagné un seul match sur les 4 premiers en Ligue des Champions. Moi, j'ai décidé de le voir autrement. J'ai décidé de me dire, sur les 3 derniers matchs, il n'y a aucune défaite, une victoire, 2 nuls.
surtout un match nul important face à Manchester City, un match nul face à Tottenham et la victoire à Bodo Glimt où soi-disant c'est dur d'aller gagner là-bas dans le cercle, au nord du cercle polaire et machin chouette et quand il y a les mouettes qui crient au-dessus du chalutier, et bah il y a des mouettes qui crient au-dessus du chalutier. Monaco, c'est important d'aller gagner face à Paphos en Chypre, du côté à Chypre. Oui, vous l'avez reconnu, il y a un ancien Parisien qui devrait être titulaire du côté de Paphos, c'est David Luiz. Attention à cette triplette. Je vous le dis. Attention à cette triplette. Dragomir, Orsic, très bon joueur. Quigna au milieu de terrain. Attention à ce PP numéro 88. Attention, c'est très très intéressant. Il y a un truc qui est en faveur de Monaco. Vous le voyez ici, c'est le Correa qui est suspendu parce que c'est un joueur très important du club managé par l'Espagnol Carcerdo. Et Bruno aussi, là, le petit numéro 7 latéral droit, c'est pas mal aussi à suivre. Du côté de Monaco, Radeki qui devrait être titulaire, Caio Henrique, Salisu, Thésée Vanderson, Zakaria, Lamine Camara, Golovin, Minamino, Akliouche, Balogun, la compo probable. Eric d'ailleurs est toujours blessé, Mawissa est en reprise. Ça, c'est ce qui était prévu. Et peut-être des minutes supplémentaires pour Paul Pogba à partir de la 75e, 80e. Hein, il a joué 5 minutes ce week-end, peut-être 10 aujourd'hui pour enchaîner. Monaco, alors vous le voyez, Monaco, c'est simple, faut faire un 6 sur 6. L'enchaînement Paphos-Galatasaray, il faut que le 10 décembre, ils aient 6 points sur 6 sur les 2 derniers matchs. Et donc, j'ai eu 4 au bac en maths, 11 points en tout. 11 points, je pense que t'es qualifié pour les barrages, ça sera bon, parce qu'après tu vas au Real, à Santiago Bernabéu, et tu accueilles la Juventus, même si la Juventus, c'est pas fou, mais c'est pareil. C'est ce que je disais tout à l'heure pour Marseille, le 28 janvier, est-ce que la vieille dame sera dans le même état qu'elle l'est aujourd'hui ? Je ne sais pas. Monaco, on rappelle, ça a quand même pris une branlée ce week-end par les hommes d'Habib Bey au Roazhon Park. Pogognoli, pour l'instant, moi, je vois pas vraiment de différence entre son équipe et celle de Adi Hutter. À voir. Mais vous savez quoi ? Eh ben moi, je dis victoire de Monaco sur la plus petite des marges, 2-1. Vous me dites vos prédictions, vous, dans le commentaire. Bon, et sinon, les autres matchs, les amis. Copenhague, Kairat Almaty. Bon, ça, c'est pour vraiment les... Copenhague, pardon, je sais pas si j'ai bien prononcé. Bon, ça, c'est vraiment pour les... C'est même pas les hipsters, là. C'est... je sais pas si... Peut-être des Danois ou des Danoises qui vivent en France, peut-être. Je sais pas. Évidemment, il y a ce Arsenal Bayern Munich qui va être intéressant. L'Atlético Madrid, je crois qu'ils se sont renommés face à l'Internacional et qui a perdu le derby de Milan ce week-end. Voir comment ça va se passer, ça va être intéressant. Francfort Atalanta, Liverpool PSV Eindhoven. Liverpool aussi dans une spirale infernale. Le Real Madrid de Kylian Mbappé qui se déplace du côté de la Grèce et le Sporting face au Club Bruges. Bon. Vous savez quoi ? Je vais vous enchaîner avec mon programme idéal. Vous savez quoi ? C'est exceptionnel. Vous venez à 18h15 sur la RBF pour suivre Paphos Monaco dans une ambiance délétère. Tu sais, le mec qui arrive, qui sait pas faire la promotion de son truc. Non, dans une super ambiance où on rigole, etc. Et on est fans de football tous ensemble. D'ailleurs, on est l'une des seules chaînes, les amis. Ça, je suis très fier de ça et je veux le dire dans le Morning FC. On est l'une des seules chaînes à avoir autant de mixité dans le chat. Des meufs, des mecs, des gens qui viennent, qui sont pas forcément passionnés de foot, mais qui s'intéressent. Des vrais passionnés de foot. Des gens qui regardent le match en même temps avec les commentaires du live, des gens qui regardent même pas le match et qui sont juste là pour l'ambiance. C'est génial. Et évidemment, après à 21h, je vous incite à mettre quoi ? Le multiplex. Comme ça, sur Canal+ Sport 360, si je dis pas de bêtises. Comme ça, vous êtes au courant de tous les buts et vous venez sur le lien qui est dans la description sur la RBF en live sur Twitch pour suivre PSG Tottenham en focus. Et comme ça, vous raterez rien. Et sinon, ça passe sur Canal+. PSG Tottenham. Et sinon, le match sur Canal+ Foot, c'est quoi ? Attends, je vais te dire. Ça, c'est sur le live. C'est Arsenal Bayern sur Canal+ Foot. Voilà. Ou alors vous mettez sur Canal+ Foot au lieu du multiplex Arsenal Bayern. Voilà. Mais évidemment, le PSG Tottenham, je pense que c'est ce qui va intéresser le plus. Les amis, c'était le Morning FC je croyais qu'on était vendredi, du mercredi 26 novembre, excusez-moi. Tiens, je vous dis un petit truc. Je prépare
une vidéo, parce que ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est des vidéos assez régulières sur... là, je vous prépare justement mon top 10 des latéraux droits en Ligue 1 au 21e siècle, et vous pourrez me dire dans les commentaires, vous, au moment où la vidéo sortira, quel est le vôtre. Et on pourra faire des trucs comme ça, hein, le top 10 des meilleurs pas de gauche, le top 10 des meilleurs dribbleurs de Ligue 1 au 21e siècle, etc. Je pense que ça va être un contenu qui va être sympa à faire sur cette chaîne YouTube. Allez les amis, je vous souhaite une bonne journée, peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo, et puis on se retrouve dès 18h15 sur le lien qu'il y a dans la description sur Twitch en live pour suivre nos clubs français évidemment en Ligue des Champions. Des bisous. C'était la RBF sur le Morning FC, vos doses de football. Je sais pas comment terminer cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner et à commenter. Ciao ciao.